Oui, je sais, je fais une vidéo sur Dungeon Meshi. Ce qui veut donc dire que je ne suis plus un youtubeur manga original. Voilà, je suis quelqu'un qui surfe sur la hype des animes de saison, etc., qui prend plaisir à faire ça. Et bah, vous savez quoi, déjà, je m'en fiche parce que je fais ce que je veux, et surtout parce qu'en fait, je fais juste ce que je veux, en fait. Donc, je vais faire une vidéo, et je fais une vidéo sur Dungeon Meshi. À la base, je ne comptais même pas, je dis bien, je ne comptais même pas faire de vidéo sur le manga. Et force est de constater, avec le temps, que, j'ai lu, j'ai vu les épisodes de l'anime, je m'attendais à quelque chose qui allait juste me plaire sans plus, et plus le temps passe, plus je me dis, mais plus que me plaire, j'ai vraiment trouvé l'œuvre excellente. Mais quand je dis excellente, je pèse mes mots. Ce manga, c'est un peu comme votre dessert préféré. Vous avez mangé autant que vous voulez, vous trouverez quand même toujours une place pour que ça passe, quoi qu'il arrive. Et de toute manière, vous me connaissez depuis le temps. Évidemment, je vais faire en sorte de traiter un sujet différent de tous les youtubeurs parce que je suis quelqu'un d'original et submersif. Et très modeste. Avant toute chose, résumé très simple, de quoi parle Dungeon Meshi? Bah, c'est simple. On est dans un monde de magie en mode Seigneur des Anneaux. Il existe des donjons où on ne peut pas mourir, qui regorgent de ressources, de monstres et de dangers. On y suit le groupe de Laios, un chevalier passionné par les monstres et l'aventure. Et le manga va énormément porter sur la nourriture. Et si vous avez vu le titre, vous l'aurez compris, le sujet principal de cette vidéo et du manga, c'est la nourriture. Évidemment, dans cette vidéo, il y a des risques de spoil. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai quand, et de toute manière, vous aurez le timer et les chapitres pour vous aider. Donc en fait, vous aurez absolument tous les signaux pour vous dire « Hey, si t'es anime only, à partir de ce moment, ça spoil un peu quand même. » Déjà, pour cette vidéo, je vais vous demander une forme assez simple de participation. Déjà, abonnez-vous, pouce bleu si ça vous plaît, parce que, elle est à peu près 2 fois plus longue que ce que je fais d'habitude, ça va demander plus de travail. Mais surtout, je vais vous poser de très simples questions liées à la nourriture. Je vous demande pas forcément d'y répondre en commentaire, quoique vous pouvez le faire si vous voulez, mais réfléchissez et cherchez une réponse. La première question, quel est votre rapport à la nourriture? Est-ce que ça vous dégoûte? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que vous avez des troubles liés à la nourriture? Est-ce que vous aimez ça? La deuxième question, c'est quoi votre rapport au repas? Pas la nourriture, le repas, l'acte de se mettre à table. Est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que vous êtes impatient? Comment vous vous sentez à cette heure-ci? Est-ce que vous avez hâte de manger ou non? Je pourrais naturellement, évidemment, vous poser des questions sur le concept de la cuisine en elle-même, mais là, c'est pas l'intérêt, c'est pas le sujet, on va se concentrer sur les quelques questions que je vous ai posées juste avant. Normalement, vous avez tous eu des réponses plus ou moins différentes vis-à-vis de ces questions, et c'est normal. Le repas est l'acte de se nourrir, c'est universel, inhérent à toute espèce vivante, à tout individu. Ça va juste différer d'une personne à une autre. Par exemple, et je vais raconter ma vie, je suis désolé, je suis quelqu'un qui, lorsque j'étais plus jeune, avait une santé particulièrement fragile. J'avais beaucoup de problèmes au niveau du système digestif, et donc depuis, je suis insupportable lorsqu'il s'agit de nourriture. Je suis quelqu'un de très sensible au goût, je suis quelqu'un de très sensible aux odeurs, je suis quelqu'un qui fait très attention à ses aliments, la qualité de ces derniers, comment les cuisiner, je suis quelqu'un de très regardant là-dessus, je suis un perfectionniste. Et même outre ça, mon éducation fait de moi quelqu'un qui fait très attention à la nourriture, qui fait très attention aux plats, qui fait très attention à la cuisine. Parce que tout simplement, j'ai été éduqué comme ça. Naturellement, c'est différent d'une personne à une autre, mais Dungeon Meshi dans tout ça. Eh bien, Dungeon Meshi, c'est le manga qui a le mieux saisi à mes yeux le concept de la nourriture et du repas. En tout cas, de ce qui est lié à ces deux concepts. Prenez Shokugeki no Soma, ok, t'as des combats de bouffe, des stratégies de fous furieux, en gros c'est un shonen classique où tu vas te taper à coups de faux plats au lieu de Kamehameha. Franchement, celle-ci, elle est pas si mal. Vous pouvez la noter. Mais Dungeon Meshi prend un parti totalement différent de la nourriture et de tout ce qui est lié à cette dernière. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément m'intéresser. Le prisme de la nourriture, l'importance des repas, la manière dont ces derniers sont abordés, change d'une personne et d'un individu à un autre. Et donc, ça évolue en conséquence de leur vécu. Prenons quelque chose de très simple, le début du manga. À ce moment-là, la nourriture et les repas ne sont vus que comme des ressources et une nécessité. Si le groupe de Laios perd, c'est parce qu'ils avaient faim. C'est aussi simple et terre à terre que ça. Puis la première raison qui les pousse à retourner dans le donjon et manger des monstres, c'est une raison économique. Pas le temps d'aller chercher à manger, et pas les moyens non plus. À ce moment-là, on va juste rusher dans le donjon le plus vite possible, et on se nourrira dedans comme on peut. Les rations que les aventuriers amènent dans le donjon sont purement utilitaires. Elles n'ont pas d'autres prétentions. La seule raison qui fait qu'ils amènent ces rations, c'est pour se nourrir. Les repas sont pas forcément équilibrés, ils sont pas forcément bons, on carbure au pain de guerre en fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'autres aventuriers partagent. Ils sont là pour s'aventurer dans le donjon, pas pour profiter d'une sortie entre amis. La nourriture et les repas sont donc vus avec un œil très pragmatique. Ce qui sera intéressant en revanche, c'est la manière dont ça va évoluer au fur et à mesure du manga. À quel point les personnages, le monde autour d'eux, comprendra à quel point la nourriture a une place importante, pour pas dire tout simplement omniprésente.
Oui, je sais, la luminosité de cette caméra c'est de pire en pire et je ne peux rien y faire. Excusez-moi. La rencontre avec Senshi, c'est le premier point central, important, le premier retournement du manga. Senshi, contrairement aux autres aventuriers, n'a pas pour objectif de prendre toutes les richesses du donjon, etc. Non, non, il y vit en ermite, ici aventure, ce qui l'intéresse c'est l'écosystème et le fonctionnement de ce monde perdu, de ce monde à part. Et oui, parce qu'il y a tout un écosystème, tout un fonctionnement. Si une bête fonctionne d'une manière, c'est pour une bonne raison. Un slime, ça n'est pas constitué seulement d'eau, il a un fonctionnement organique. Si les mollusques se cachent dans des armures, c'est que c'est leur seul moyen de défense. Donc, ils ne sont potentiellement pas venimeux. C'est le fonctionnement de ces animaux qui fait qu'on s'intéresse à la nourriture, on s'intéresse d'où elle provient, alors tout évolue. La plupart du temps, ce qui est à l'origine de la peur, c'est l'ignorance. Marcille, qui, contrairement à Laios ou Faline, ne s'intéresse pas tant que ça au monstre, qui est là dans le donjon parce qu'elle veut percer les secrets de ce dernier, bah elle, les monstres, ça lui fait peur au début, elle ne veut pas vraiment en manger, ça la répugne même en fait. Puis avec le temps, elle va se mettre à apprécier les repas, les ingrédients, aussi parce qu'elle va s'intéresser à comment ces derniers sont utilisés. Et à partir de là, on a un premier stade d'évolution. Quand on va dans le donjon, c'est pas seulement pour s'y aventurer, on y va avec respect, avec intérêt, et même un petit peu avec appétit. Dans de nombreuses cultures, il faut faire attention à la manière de se nourrir et collecter les ressources. Ces dernières sont des cadeaux, il ne faut pas en abuser. Et c'est un point de vue très intéressant que le manga sait utiliser à bon escient. Et pourtant, là, on a seulement le point de vue de Senshi, qui est un cuisinier chevronné, qui s'intéresse à l'écosystème et à la nourriture. On n'a pas encore le point de vue de Chichuck, de Marcille ou de Laios. D'ailleurs, on va s'intéresser à Laios qui, lui, est surtout un passionné des monstres. Ce dernier se montrera encore plus curieux. Un monstre, c'est un potentiel repas, mais c'est aussi une espèce. Ce dernier est là pour de bonnes raisons et a donc un comportement à part entière. Il ne s'agit pas simplement d'un aliment, ce qui est très intéressant d'ailleurs. On ne parle pas de la barquette que tu trouves au Super U à moins 50%. On parle vraiment d'un animal. Et là, pour l'instant, on s'intéresse seulement au sujet de la nourriture, on n'a même pas encore abordé le thème et le sujet du repas en lui-même. Car dans ce manga, c'est aussi ça qui est particulièrement intéressant, le concept du repas, l'importance de ce dernier et la vision que les gens en ont. Car oui, et je fais mon analyste super relou, la cuisine, c'est un outil socio-culturel. Ben oui, en France, on se appelait les baguettes par les Anglais. Le premier truc qui vous vient quand on parle d'Italie, c'est les pâtes et les pizzas. Ça fait toute une culture. Et pourquoi ? Parce que la nourriture, c'est inhérent et c'est propre à tous les êtres humains. On est tous obligés de se nourrir. La première fois où on s'intéresse au concept de repas, c'est quand on tombe sur un groupe d'aventuriers qui a pris des rations sans réellement varier le contenu de ces dernières. Un vrai chef doit faire attention à tout ça. Il doit faire des repas équilibrés afin qu'aucun nutriment ne manque. Faire en sorte que tout le monde soit au sommet de sa forme. C'est chose impossible si on ne mange pas équilibré. Et dans un endroit comme le donjon, bah, c'est la mort qui nous guette. Dans certains autres cas, le repas c'est une manière de rapprocher deux cultures. J'en veux pour exemple la scène des retrouvailles de Shuro et de Laios. Si la tension est à son paroxysme, c'est car les gens ont faim, et aussi parce qu'ils ont des visions différentes des choses. La nourriture et le repas servent à apaiser tout ça. Le repas c'est un outil politique même en fait. C'est le seul moment où on doit entièrement baisser notre garde et nous apaiser. Et certaines études l'ont prouvé. L'acte de manger, c'est un acte qui apaise. La grosse erreur que Laios fait à ce moment, c'est que lui, il veut que tout le monde mange du monstre. Et il prend pas vraiment en compte les aspects et les pensées des autres gens. Cabru, lui par exemple, manger un monstre, c'est pas seulement répugnant, c'est terrifiant, parce que les monstres, ça le terrifie. Mais toujours est-il qu'après avoir mangé, tout le monde sait quoi faire et comment s'y prendre. Un autre moment clé où la nourriture sert à apaiser les mœurs, c'est quand on parle de différentes races. Les elfes, les humains, les orques, tout part de conflits à propos de territoire sur la nourriture. Et pourtant, le moment où tout le monde s'apaise, c'est quand tout le monde est amené à cuisiner ensemble et à manger. Vous vous rendez compte d'à quel point le concept de la nourriture et l'idée d'un repas, c'est puissant d'un point de vue culturel, et pas seulement culturel, c'est un outil politique, c'est une ressource, c'est une denrée, c'est question de comment on va partager nos territoires, parce que plus de territoires veut dire plus de nourriture. La nourriture, ça permet et ça cause des guerres comme ça peut amener la paix. J'aimerais revenir également à la scène où Izutsumi jette la nourriture et tient mal ses couverts. Senshi s'agace mais pour de bonnes raisons. Tenir ses couverts correctement, respecter la cuisine, c'est ce qui est censé différencier l'homme de l'animal. Et c'est un moyen assez subtil de faire comprendre que Izutsumi est plus une bête par son comportement que par son corps. Et on a seulement abordé certains de ces sujets. Là, on va arriver au point où la nourriture, l'acte même de cuisiner ou de cultiver des terres ou d'élever du bétail, ça peut faire en sorte qu'on ne devienne pas fou.
L'homme qui ne désire rien ne désire pas vivre. Et quoi de plus normal que d'avoir faim et de désirer manger? Eh bien, quand les personnages se retrouvent au château, les habitants immortels n'ont pas faim. Mais la nourriture et les repas, ça reste important pour eux, parce qu'il faut cultiver, élever les bêtes, en prendre soin. C'est ce qui fait d'eux des humains, mais c'est aussi énormément ce qui leur permet de rester sains d'esprit. L'humain déteste la routine, mais les récurrences le rassurent tout de même. Cependant, Senshi le souligne, plus rien n'a de goût. Les habitants du château ont une vie dénuée d'envie et de sens, à un point où ça en finit même par affecter les ingrédients et les plats. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore vu vis-à-vis de la nourriture. Et pourtant, c'est un des sujets les plus importants vis-à-vis de cette ressource. L'absence de cette dernière. Que se passe-t-il en situation de famine? Parce que oui, on voit toujours des groupes d'aventuriers depuis le début, on n'est jamais réellement seul, et de toute manière, quand on meurt, on revient à la vie. Mais que se passe-t-il quand on est tout seul dans ce donjon, et que pour le coup, si on meurt, c'est la fin de toute chose. La faim, c'est tiraillant, ça joue sur les nerfs. Déjà, vous êtes en situation de stress constante, parce qu'il y a des monstres partout, vous pouvez mourir à tout moment. Mais vous avez faim en plus de ça, vos forces vous abandonnent, et vous avez l'impression que tout, même des cailloux, c'est comestible. Et c'est là où il y a des adultes qui commencent à se sacrifier pour les enfants. Et surtout, au moment où la nourriture revient, on n'est même pas sûr d'où elle provient. Cette viande, est-ce qu'elle est vraiment comestible? Et est-ce que c'est vraiment la viande qu'on pense? Le flashback de Senshi est, je pense, un des plus marquants du manga. C'est via ce dernier qu'on comprend son attachement à l'écosystème, la nourriture en général, le respect des ingrédients et l'importance de ces derniers. Un faux pas, et c'est la mort. Et on n'est jamais bien sûr que le repas qu'on vient de manger ne soit pas le dernier. La nourriture, parfois, un goût, une odeur, ça peut amener plus de nostalgie que n'importe quoi d'autre. Mais ça, c'est un sujet qui reviendra très vite dans le manga. À partir de maintenant, si vous êtes anime only, je vous déconseille de continuer la vidéo. Bah oui, parce que là, je vais commencer à spoil le manga, ça n'a pas encore été adapté en animé, etc., etc. Si vous vous en fichez d'être spoil, eh bien continuez, y a pas de problème. Et si vous avez lu le manga, bah continuez aussi. Maintenant, il faut se poser une autre question, et vous l'avez sans doute compris et remarqué depuis le temps, le protagoniste du manga, c'est Laios. Et au fur et à mesure de l'œuvre, il y a la question qui commence à se poser. Est-ce que ça va être lui le roi? Est-ce qu'il va être amené à régner? Comment va-t-il s'en sortir s'il le devient? C'est une question compliquée. Dans ses rêves, on voit très bien que pour lui, dans un monde idéal, tout le monde est en paix et cohabite. Humains, orques, elfes et nains. Tout le monde a un représentant et surtout, le monde a trouvé un moyen de cohabitation et d'alimentation durable. L'humanité a réalisé ce que Laios voulait révéler et prouver depuis le début. Les monstres sont utiles, et pas seulement dans les donjons. Mais l'intelligence de tout le manga, c'est de montrer que même de cette manière, cette culture et ce fonctionnement ont des failles. Pauvreté, braconnage, c'est des soucis qui existent et persistent quoi qu'il arrive. Tant qu'il y a de la nourriture quelque part, elle peut manquer ailleurs. Et c'est bien le gros défaut de Laios, et de tout représentant en général. Ses souhaits ne sont pas universels. On peut pas faire l'unanimité. Au fur et à mesure de l'œuvre, on va s'intéresser un peu moins à la nourriture et un petit peu plus au concept de pouvoir et au concept de règne. Comment régner? Pourquoi? C'est quoi les inspirations des gens? Qu'est-ce qui les pousse à régner? Plein de questions qui sont en rapport avec ce sujet. La grande claque de réalité, elle survient quand le démon, la chèvre à ce moment-là, arrive. Le désir est une faim, la faim est un désir. Et la chèvre, elle peut manger ça. Le démon peut manger la faim et vos désirs. Alors oui, c'est métaphorique, et encore, au bout d'un moment, pas tant que ça, mais si on peut manger des aliments, un peu tout en réalité, c'est que nous aussi on peut se faire dévorer. Et peut-être même que certains concepts sont eux aussi comestibles. Alors, parfois l'envie même se fait dévorer. L'homme qui ne désire plus rien ne désire plus vivre, je l'ai dit plus tôt. C'est l'aspect le plus terrifiant du démon dans cette œuvre. Il ne vous tue pas, il se contente de se nourrir de vous, de vos espoirs, et vous laisse là, complètement vide. Bon, je vous fais une avance rapide, là ils en sont au point où ils essaient d'endormir Faline, la capturer, blablabla. Il y a la scène des lapins qui est hilarante, oui c'est une référence à Monty Python et à Sacré Graal, on l'a tous remarqué, si vous l'avez pas remarqué, vous venez de l'apprendre et c'est très bien. Et on va pas parler de toutes les références du manga, parce que je peux en faire une vidéo à part entière. Dites-vous qu'il y a un chapitre bonus, c'est une référence à The Thing, le film des années 80, oui. Ça, c'est sans parler des tableaux classiques. Je vous promets, je pourrais en faire une vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez même le mettre en commentaire. Comme ça me fait du référencement. Laios, c'est quelqu'un de simple. Clairement trop naïf. Mais il a une idée simple. La nourriture et les repas doivent être appréciés. Et c'est on ne peut plus logique. La différence avec Sistol, c'est que Laios part du principe et de l'idée que, à part un mort, tout individu et être vivant doit se nourrir et devrait avoir hâte du prochain repas. Se nourrir, c'est évoluer et c'est aller de l'avant. Là où, en scellant les choses telles qu'elles sont, Sistol, le mage fou, si vous préférez, rompt et bloque ce cycle, causant plus de mal que de bien. Mais encore une fois, la réalisation du mage est fausse. Ce dernier comprend que la solution, c'est une éternité de nourriture. Or, personne ne veut l'éternité. Je peux vous le garantir, c'est un concept terrifiant.
Et je refais une avance rapide, oui parce que comme j'ai dit, le principe et le sujet de la vidéo c'est la nourriture. Là, à ce moment-là du manga, on en parle un petit peu moins. Et à ce moment-là du manga, c'est plutôt du conflit d'idées, des objectifs personnels, l'évolution des choses et tout. C'est normal, il faut bien que le récit se fasse. Dites-vous juste qu'à ce moment-là, Marcille est devenue la chef du donjon, elle dirige le donjon, et son objectif à elle, c'est de supprimer tout écart d'espérance de vie entre les races. Les elfes vivent autant que les nains, qui vivent autant que les humains. Et cette dernière refuse le contact et s'isole pour juste s'enfermer parce que ses amis ne partagent pas son point de vue. Mais lorsqu'ils apprennent le passé de l'elfe, ce qui intéresse le plus les aventuriers, c'est son plat de prédilection. On apprend que son père, au dernier moment de sa vie, était devenu incapable de savourer ou de manger ce plat, causant une grande peine à la mère de Marcille. Et c'est normal, à partir du moment où on peut plus se nourrir, on le sait et on le comprend, c'est le début de la fin. Marcille était condamnée à rester assise devant une table où tout le monde quittait le repas avant elle, sans jamais revenir. La seule solution pour parler avec elle, c'était de jouer sur son appétit, comme toujours en fait. Malheureusement, parfois, les désirs secondaires prennent le pas sur l'appétit, et donc ton plan peut être aussi bon que tu veux, ça ne suffit pas. Et là, on en arrive à un nouveau thème que le manga n'avait pas traité, celui du paradis artificiel. Oui, on va parler de ça. Quand on mange notre plat préféré, on est content. Voilà, c'est un fait, on est tous contents de manger notre gâteau préféré, voilà, c'est normal. Pour le démon du donjon, son objectif il est très simple, il va falloir faire en sorte que ce plaisir en fait ne s'arrête jamais. Que ce plaisir et le désir de ce plaisir ne soient jamais interrompus. Oui, c'est un paradis artificiel, hein, très clairement. Marcille est coincé par un flot incessant de pensées et de désirs. Et, petit aparté, si vous vous souvenez de ma vidéo sur les pouvoirs, j'avais dit détester le pouvoir de l'imagination. Eh ben, Dungeon Meshi, c'est un des seuls mangas à mettre en pratique ce que j'expliquais. Le flot de savoir, de pensée incessante, ne fait que détruire la psyché humaine. C'est comme devenir un être quasi divin. Dès qu'on veut quelque chose, ça apparaît. On est incapable d'arrêter de penser. Le seul moyen, c'est de rationaliser et de concentrer ses désirs. Et c'est pas à la portée de tout le monde, surtout dans cette situation-là. Le démon du donjon, c'est une entité qui connaît aussi bien que mal les humains en fait. Il a vu les humains, il a vu leurs désirs, il a vu leur culture, il a compris que leurs désirs étaient plus compliqués et complexes que ceux des animaux parce qu'ils ont un libre arbitre. Pour un humain, on cherche à ce que qu'on mange, ça soit bon. Pour un animal, ce qu'on mange, c'est là pour nous nourrir, à peu près tout. Et le démon se nourrissait des hommes et de leurs désirs. Donc pour ça, il fallait au moins un minimum leur donner ce qu'ils voulaient une fois de temps en temps. Normalement, le démon est un être intangible. Sauf que le souci, c'est qu'à force de se nourrir des humains, à force de les manger leurs désirs et tout, quand son royaume a disparu, que tout le monde est mort, il s'est retrouvé à avoir le désir et la volonté la plus simple possible. Il avait faim. Le démon avait donc une faiblesse. C'est là tout l'intérêt de la discussion avec Laios. Qu'est-ce que Laios veut ? Qu'est-ce qu'il a envie de manger? La faiblesse du démon qui se nourrissait des désirs, c'est que ce dernier au final avait aussi un désir, celui de manger. Un désir simple et inhérent à tout être, hein. L'appétit. Laios, en tant que naturel curieux, il voulait manger ça, ce désir. Le démon n'en avait pas besoin de toute manière, il était tombé dans le travers des hommes, il était tombé dans la gourmandise. Il avait jamais eu besoin de manger ses désirs, mais à force d'en dévorer, il s'en est créé une dépendance. Ouais, c'est littéralement une drogue, hein, littéralement. Donc, Laios dévore le démon. On arrive sur la fin du manga et la fin de la vidéo. Accrochez-vous encore un peu, c'est bientôt fini. Laios en retourne à son objectif final, enfin son objectif de base, trouver sa sœur. Et sa solution, elle est simple, il va manger le corps de chimère de cette dernière. C'est la solution à tous les problèmes. Hein. Moi, je sais pas quoi faire dans la vie, je mange. Voilà. Il veut que tout le monde participe. Alors, tous les peuples participent. Tout le monde met la main à la pâte et se dédie à l'aider. Tout le monde cuisine un mec qui est propre à sa culture. Tout le monde contribue à ce banquet. Laios devient donc roi. Et sa première réponse est simple, convier tous ses désormais sujets à un grand banquet. La malédiction de Laios, cependant, elle n'est pas terminée. Ce dernier sera jamais pleinement rassasié. Mais le manga l'aura prouvé, cette situation est préférable lorsqu'il s'agit de nourriture que lorsqu'il s'agit de pouvoir. Le manga se termine ainsi. Laios fait en sorte que la nourriture et les repas soient le centre de sa culture, car c'est ce qui fait prospérer et vivre un royaume. Se concentrer sur ce qu'on peut manger, c'est le privilège des vivants. Et à mon sens, avant de conclure, c'est bien ça qui fait toute la force de Dungeon Meshi. Le rapport à la nature, le monde qui nous entoure, et surtout, à la nourriture, ça varie d'un personnage à un autre. Silchuk voit la nourriture comme un besoin naturel, il se contente de manger et s'intéresse plutôt à l'alcool. Senshi est un cuisinier chevronné, Laios un passionné des animaux, et Marcille, quant à elle, prend le rôle de la personne la plus distinguée lors d'un repas. Il y a autant de manières de manger qu'il y a de personnages, et c'est ça la plus grande force du manga.
Je vous invite donc à lire le manga, hein, à regarder l'anime si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Il y a des pages qui sont sublimes dans le manga, vous en avez sans doute vu dans la vidéo parce que c'est quasiment sûr qu'au montage j'en ai mis, hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, encore une fois, lisez le manga et regardez l'anime. Vous resterez pas sur votre faim, je vous le promets, et c'est pas un mauvais jeu de mots. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.